Nous aurons joint sur le plateau du Live BFM Aline Lebay-Crémer. Bonjour. Vous êtes journaliste cofondatrice du collectif Stand with Ukraine. À vos côtés, le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes historien militaire, docteur en sciences politiques et histoire contemporaine. Aline Lebay-Crémer, je voudrais d'abord vous montrer la une du New York Times, puisqu'il est encore, on est au milieu de la nuit aux États-Unis, mais les journaux commencent à dévoiler leur une. Trump and Vance called Zelensky in blow-up. Autrement dit, Trump et Vance ont grondé comme un enfant Zelensky dans une altercation explosive. C'est le sentiment que vous avez eu en voyant cette séquence hier soir d'un président, d'un vice-président qui se comportait comme des parents ou un professeur qui gronde un élève? C'est ce qu'ils ont tenté, mais on va dire que l'adjectif d'infantile ou la référence à l'enfance, ça s'applique plutôt de l'autre côté, à Vance et à Trump dans leur attitude, parce que petit 1, ils ont raconté n'importe quoi. Le sujet, c'est est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou est-ce qu'ils y croient vraiment? Est-ce qu'ils sont complètement baignés dans le narratif russe, dans la propagande russe, en ne comprenant pas ce qui se passe, en avançant des chiffres faux, ou en critiquant Volodymyr Zelensky sur sa tenue, sans comprendre ce qui a été quand même longuement expliqué par lui-même d'ailleurs. Il y avait une volonté d'humiliation. Comme si c'était le sujet. Donc c'est quelque chose de très infantile qui correspond peut-être aussi à leur surprise et à leur brutalité dans des négociations sur cette histoire de terres rares, de la même façon qu'ils avaient eu des propos absolument iniques au premier refus ukrainien sur la première mouture de cet accord sur les terres rares. Là, il est évident pour l'Ukraine et toute l'Ukraine, il ne s'agit pas que de Volodymyr Zelensky, il s'agit de toute l'Ukraine, ils ne signeront pas un accord sans garantie de sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas complètement novices en la matière, déjà parce que ça fait 300 ans que la Russie essaye de les faire disparaître, qu'il y a eu le mémorandum de Budapest qui les a forcés à abandonner Je vous interromps un instant, pardon, et je vous redonne la parole, priorité au direct. On va écouter Marine Le Pen au Salon de l'Agriculture qui réagit à la situation internationale. De nations puissent se parler avec passion, qu'il puisse y avoir des frictions, qu'il puisse y avoir des mots durs. Après tout, c'est assez normal. La vie et la politique ne sont pas si éloignées que cela. Ça s'est évidemment passé de manière publique, ce qui a pu entraîner une émotion légitime. Que deux dirigeants de nations défendent leurs intérêts nationaux, défendent aussi la vision qu'ils considèrent la plus juste pour le monde, ne m'apparaît pas quelque chose d'extraordinaire. Ce que j'espère, c'est que ce moment difficile sera la première étape vers la paix que je juge depuis 3 ans inexorable, alors même que certains, semble-t-il, souhaiteraient continuer la guerre. Et je ne parle pas là des dirigeants qui étaient présents. Je ne parle ni de M. Trump ni de M. Zelensky. Qui a été mis à la porte par le président américain. Il a été mis à la porte par le président américain après leur échange. Écoutez, moi j'ai lu une théorie différente disant qu'il avait quitté la Maison-Blanche. Mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, encore une fois, nous parlons de sujets qui touchent au plus intime. La guerre crée évidemment des souffrances terribles. Et la paix nécessite de passer au-dessus de ces souffrances qui sont tout à fait, encore une fois, compréhensibles. Donc c'est un chemin compliqué, c'est un chemin difficile de construire la paix. Encore une fois, c'est difficile. Donc c'est un moment difficile, d'un chemin difficile, mais je trouve que ce serait dommage de considérer que parce que ce moment est difficile, ils rompt tout espoir d'arriver à une paix que je crois beaucoup attendent et qui serait la meilleure nouvelle pour le monde entier. En réalité. Quelle doit être la réponse des Européens? Il est sûr que si vous voulez, moi la première réflexion que je me suis faite en voyant ce moment, c'est la tristesse de l'absence d'une voix forte et indépendante qui devrait être celle de la France. En réalité, on s'est fait un peu effacé de ces pourparlers. On a été, comme disent les jeunes, ghostés de ces négociations. Or, il me semble que notre pays, la France, a toujours eu justement cette voix particulière qui aurait très certainement pu intervenir positivement dans le processus qui est actuellement à l'œuvre. Est-ce que les États-Unis sont toujours les alliés? Écoutez, ceux qui disent que les États-Unis ne sont pas des alliés, je crois, ne sont pas raisonnables.
évidemment que les États-Unis est un allié de la France. Enfin, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui disent ça s'apprêtent à quoi? Sortir de l'OTAN? Il faut aller au bout de la logique en matière internationale. Est-ce qu'on sort de l'OTAN? Non. Bien sûr, tout ça, ceux qui disent cela ne sont pas des gens raisonnables. Donc il faut, encore une fois, garder son sang-froid, garder sa raison, parce que l'enjeu est un enjeu majeur. Qu'il existe des frictions, qu'il existe des mots qui vont plus haut que ce que l'on souhaiterait. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais qui, en règle générale, se déroulent en coulisses. Et qui, hier, c'est vrai, se sont déroulées un peu à la stupéfaction générale, de manière publique, médiatique. Voilà. C'est cela, en réalité, qui est l'événement de ces discussions. Ça n'est pas leur dureté, c'est leur caractère médiatique. Est-ce que peut-être la réponse des Européens, si les États-Unis venaient à moins soutenir l'Ukraine, on a mis beaucoup soutenir l'Ukraine, est-ce qu'il faut remplacer le soutien financier des Américains? Non, mais la vraie question, c'est est-ce que les Européens, bon, encore une fois, moi je ne sais pas qui c'est, les Européens, vous voyez? Non, il y a des pays, voilà, il y a des nations, je suis désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des nations, et les nations européennes sont manifestement divisées. Il y a celles qui souhaitent continuer la guerre, et il y a celles qui souhaitent participer aux négociations de paix. Bon. Moi, je fais partie des responsables politiques qui ne souhaitent pas continuer la guerre, parce que la guerre est un drame, parce que ce qui se déroule en Ukraine depuis 3 ans est un véritable massacre humain. Je voudrais qu'on ne l'oublie pas, qu'il y a des jeunes hommes qui meurent, il y a des familles qui sont décimées, il y a des Ukrainiens qui ont fui leur pays, qui probablement ne reviendront d'ailleurs pas dans leur pays. Donc on ne peut pas passer ça par perte et profit. Donc il faut à tout prix œuvrer pour la paix. Et s'il s'agit pour la Commission européenne d'être à la pointe pour continuer la guerre, alors ce sera un sujet de désaccord supplémentaire avec la Commission européenne. Et je vous avoue que je n'en manque pas, puisque nous sommes ici au Salon de l'Agriculture. Il y a toute une série de sujets avec l'Union européenne, avec lesquels nous sommes évidemment totalement en désaccord, parce qu'ils sont des éléments de fragilisation de ce secteur agricole qui est mis à l'honneur chaque année au travers de ce Salon de l'Agriculture. Pardon ? Eh ben, vous allez attendre 48 heures. Le Pen qui s'exprimait depuis le salon de l'agriculteur. Christophe Barbier, on a une tonalité dans la réponse de Marine Le Pen qu'on n'attendait peut-être pas forcément. Ce qui s'est passé hier n'est pas si anormal, n'est pas si extraordinaire. C'est la dureté de la politique. Oui, alors que chacun voit bien le caractère exceptionnel de la scène publique à laquelle on a assisté hier depuis le bureau ovale. C'est une manière aussi pour elle de renvoyer dos à dos Trump et Zelensky, c'est-à-dire de ne pas donner le mauvais rôle à Trump. On voit bien que Marine Le Pen est gênée aux entournures par une double relation complexe. D'abord, une relation complexe à Poutine. Elle a posé en photo avec lui en 2017. Elle avait fait un tract avec cette photo en 2022. Et puis elle a fait machine arrière, évidemment, quand la Russie a envahi l'Ukraine. Depuis, ça travaille beaucoup le Rassemblement national, de la même manière qu'une nouvelle génération s'est tournée plutôt vers l'OTAN, vers l'atlantisme, avant d'être troublée par le fait que Trump est devenu celui qui discute avec Poutine. Donc il y a visiblement une cacophonie un peu stratégique au sein du Rassemblement national. Ajoutons à cela qu'elle parle au Salon de l'Agriculture. Salon de l'Agriculture qui voit arriver de manière triomphale la coordination rurale, qui a réussi à prendre 14 chambres d'agriculture aux dernières élections en janvier. La coordination rurale, les bonnets jaunes, proches du Rassemblement national. D'anciens de cette formations syndicales sont devenus députés ou ont tenté de l'être pour le Rassemblement national. La coordination rurale, qu'il y a moins d'1 an et demi, édité un tract disant solidarité ukrainienne, une générosité sur le dos des paysans français. Et prenait parti contre les aides ou les facilités que l'Europe accorde à l'agriculture ukrainienne. Donc vous voyez que Marine Le Pen, si elle veut faire plaisir à son électorat agricole, ne peut pas soutenir l'Ukraine, elle ne peut pas soutenir Poutine parce que c'est devenu impossible, elle n'est pas en désaccord avec Trump, mais la véritable affiliation au Trumpisme, à Musk, à Vance, c'est l'extrême droite de l'extrême droite, c'est-à-dire Sarah Knafo, Marion Maréchal, un peu Zemmour, qui a rejoint ce camp-là, elle est quand même extrêmement gênée. Alors, le seul point d'issue pour son équation politique, c'est de désigner d'autres adversaires. Ceux qui veulent continuer la guerre. Évidemment, Emmanuel Macron, qui disait il y a quelques mois que peut-être des troupes françaises, il ne fallait pas l'exclure.
évidemment les Britanniques, la gauche britannique, qui dit nous serons aux côtés des Ukrainiens. Et bien entendu, la Commission européenne, l'Europe de Bruxelles, qu'elle veut combattre, y compris sur ce terrain-là. Aline Le Bacq-Rémer, vous réagissiez évidemment, l'Ukrainienne que vous êtes a du mal à entendre ce que dit Marine Le Pen ce matin. Je suis française, mais justement, je vais me permettre encore plus, parce qu'en fait, c'est du narratif pro-russe aussi. Pourquoi ? C'est parce que c'est un vieux truc soviétique, cette histoire de se saisir du mot de paix. Parce qu'il ne faut pas oublier, Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Qui continue la guerre ? Qui veut continuer la guerre, ce sont la Russie, Vladimir Poutine, les Russes. Les Ukrainiens ne veulent pas continuer la guerre, ils veulent la paix. Oui, ils résistent, ils veulent continuer à résister pour ne pas se faire détruire. C'est excessivement, complètement, radicalement différent. Marine Le Pen qui parle de Donald Trump. À partir du moment où on a accepté de déléguer la diplomatie à l'Union européenne, on est allé de Caribansila. C'est-à-dire que l'Union européenne a perdu en réalité toute capacité de peser sur le plan diplomatique. Donc ça a été une erreur. Une fois de plus, voilà une délégation qui a mal tourné. Et je trouve que la situation des négociations aujourd'hui autour de la construction de la paix pour l'Ukraine et pour le monde, pas seulement pour l'Ukraine, mais pour le monde, eh bien, le démontre d'une manière très cruelle. Est-ce que vous avez été surprise par la brutalité de cet échange? Vous pouvez nier la brutalité de cet échange? Non, mais encore une fois, c'est être naïf que de penser que les échanges entre des présidents de nations ne se déroulent pas parfois de manière brutale. Elles se déroulent souvent de manière brutale, mais elles se déroulent de manière brutale dans la discrétion des salons, sans les médias. Parce que, encore une fois, on ne peut reprocher ni à l'un ni à l'autre d'ailleurs de défendre les intérêts de leur nation. C'est le rôle même premier d'un président de nation que de défendre les intérêts de sa nation. Bon. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on ne peut évidemment reprocher ni à l'un ni à l'autre de défendre aussi la vision qu'ils considèrent juste pour le monde. Que ces visions puissent se frictionner et même être en opposition, c'est le principe même d'une négociation. Je veux dire, on part de loin et on essaye d'arriver le plus près possible d'une solution. Donc non, je n'en ai pas été particulièrement étonné. C'est vrai que ce moment n'était pas agréable à voir, car il n'est pas agréable de voir cela. Et il eût été peut-être plus facile de ne pas avoir voilà, ce débat devant le monde entier. Bon, ça s'est passé comme ça, encore une fois. Je veux ne voir dans cet échange brutal, dur, qu'un moment dans la construction de la paix. Est-ce que Jordan Bardella a eu raison d'aller à la conférence Mais on a toujours raison d'aller parler dans des pays étrangers. Bon, mais Marine Le Pen qui continue de s'exprimer sur la situation internationale et ce clash qui a donc eu lieu hier dans le bureau ovale. Colonel, elle parle de négociation, de recherche de paix, Marine Le Pen. On a l'impression qu'on est tout sauf dans le cadre d'une négociation qui pourrait aboutir depuis hier soir. Donc hier soir, il y a eu une rupture. Ensuite, le président Zelensky a bien dit qu'il était prêt à continuer des négociations. Voilà. Il lui-même a fait un premier pas en remerciant publiquement sur la chaîne Fox News le peuple américain et les différents présidents américains qui l'ont aidé. Je pense que derrière cette rupture, ce côté spectaculaire est très désagréable. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort dans ce qu'a transcrit l'agence Chine Nouvelle. Les Chinois sont très surpris de la manière dont ça s'est passé. Donc, en fait, derrière tout cela, il va falloir certainement que dimanche, les Européens se mobilisent derrière l'Ukraine, ce qui a commencé déjà à se faire. Alors, les différentes nations européennes, même s'il y en a certaines, comme la Hongrie, qui sont un peu plus... ou la Slovaquie, qui sont évidemment un peu marginalisées. Mais ensuite, c'est important, c'est que l'Ukraine puisse d'abord ne pas signer n'importe quoi, c'est-à-dire ne pas être dans le cadre d'un diktat. Et c'est ce qu'a refusé de faire hier le président Zelensky, c'est-à-dire qu'on lui a dû lui présenter quelque chose qui avait dû être évidemment au départ négocié avec ses représentants, avec l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, qu'on a vu d'ailleurs très émue. Voilà. Donc ils ont dû essayer de négocier quelque chose, puis devant la copie finale, il a refusé, ce qui est son droit de président de l'Ukraine. Et donc ensuite, il va falloir que ça continue. Et puis d'autre part,
ce qui n'est pas bon dans ce genre de manifestation publique, c'est qu'évidemment, la Russie, derrière, a eu des propos complètement... bon, on ne pouvait pas s'attendre d'autre chose, mais propos insultants à l'égard du président ukrainien. Donc ça ne va pas aider non plus, si vous voulez. Donc, pour les États-Unis, il y a une solution. Soit ils reviennent sur une autre copie un peu plus acceptable, mais dans ces cas-là, pour les Ukrainiens, mais il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient capables aussi de tordre le bras des Russes. Et ou alors, mais c'est malheureusement une solution à laquelle on ne peut ne pas s'attendre, soit qu'ils disent, voilà, maintenant on ne veut plus négocier avec Zelensky, les Ukrainiens vous faites autre chose, vous nous envoyez quelqu'un d'autre. C'était une partie du sous-texte hier, effectivement. Voilà. Demain, il y aura cette réunion, ce sommet des Européens. Quand on entend Marine Le Pen, on voit bien qu'au sein des différents pays européens, il n'y aura pas forcément une entente globale. Il y a une unanimité globale, mais pas totale. Oui. Mais alors, il y a deux choses qui sont peut-être un peu mélangées d'ailleurs par Marine Le Pen. Il y a bien cette réunion informelle, faut avoir les termes très diplomatiques, réunion informelle à Londres, et le Conseil européen extraordinaire à Bruxelles. Le Conseil européen, ce sont vraiment les 27. Et là, il y aura sans doute des mésententes. Mais demain, ce sont vraiment les alliés avec un A majuscule, tels qu'on les considère désormais. Les alliés, c'est-à-dire une quinzaine de pays européens qui vont de Londres jusqu'à la Turquie, c'est pour vous dire combien la carte est en train de changer, avec un secrétaire général de l'OTAN qui lui-même est totalement pro-européen, c'est Mark Rutte, c'est l'ancien Premier ministre néerlandais, proche d'Emmanuel Macron, qui a sa carte aussi au mouvement Renew. Donc là, c'est là que va peut-être s'opérer, là aussi, une rupture, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de sortir quelque chose de l'OTAN? On garde un petit peu l'étiquette. C'est ce qu'expliquait pour le coup Emmanuel Macron depuis 2017, c'est que lorsqu'on lui opposait, mais attendez, vous voulez plus d'OTAN, plus d'Union européenne, avec votre initiative européenne de défense, et le président français il disait non, attendez, on peut garder ces formations et faire autre chose sans qu'on se marche totalement sur les pieds. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut aller très vite. Et ce que ça veut dire être inventif, créatif et créer cette force d'interposition, cette sécurité européenne sans que ce soit celle de l'Union européenne. Et là aussi, je sens qu'il va y avoir une rupture. Ça prendra le nom d'un nouvel acronyme ou de quelque chose, mais une nouvelle formation, parce qu'en fait, il y a des gens, des pays qui veulent aller plus vite que d'autres, non pas pour continuer à faire la guerre, mais déjà pour leur propre sécurité, et puis avoir la meilleure des paix pour l'Ukraine.